Hola les gens de YouTube, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouveau concept sur cette chaîne. Oui, encore un, je sais. Il s'agit des blessures émotionnelles de l'âme. J'ai découvert le concept par le biais du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même par Lise Bourbeau et aussi par le biais des vidéos de Carole Rinaldi sur YouTube. Je vous mets le lien de la chaîne en barre de description, promis. C'est un sujet dont on parle énormément en psychologie et moi j'aimerais pouvoir vous en parler, mais en l'appliquant aux artistes. On est parti. Alors, avant de commencer, les blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est et quelles sont-elles? Les blessures émotionnelles, c'est quelque chose qu'on a dès l'enfance, qu'on a, pour la plupart à partir de la naissance ou à partir de la petite enfance, et qui sont à l'origine de réactions émotionnelles chez nous, par exemple la culpabilité, la tristesse, la colère, et qui restent ancrées en nous et qu'on peut apprendre petit à petit à observer chez nous et chez les autres, et bon, je vais pas dire à guérir parce qu'on ne peut pas vraiment guérir des blessures émotionnelles parce qu'elles sont en nous, on les porte en nous, mais on peut apprendre à composer avec, et ça c'est un bon point. On a tout d'abord la blessure d'abandon, le masque du dépendant, ensuite la blessure émotionnelle de trahison, le masque du contrôlant, la blessure de rejet, le masque du fuyant, la blessure d'injustice, le masque du rigide, et enfin la blessure d'humiliation, le masque du masochiste. Ce sont des blessures qu'on porte tous en chacun de nous. En tout cas, les 4 premières, la blessure d'humiliation est un peu un cas à part parce qu'on la porte pas tous. Chanceux ceux qui ne l'ont pas. Hein. Mais la plupart du temps, on retrouve chez chaque être humain une blessure ou 2 blessures qui sont majoritaires par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les autres, mais ça veut dire qu'il y en a une ou 2 qui se voient plus ou qui se ressentent plus que les autres. Et donc je vais vous présenter de manière un peu ludique quel trait un artiste pourrait prendre s'il avait une seule de ces blessures à chaque fois. Ou en tout cas comment ces blessures-là se manifestent chez les artistes. Alors je vais commencer avec la blessure d'abandon. Chez un artiste, elle va se manifester par l'artiste qui a toujours besoin de demander l'avis aux autres. C'est l'artiste qui a pas du tout confiance en lui et qui va vraiment chercher à se faire valider par les autres. Ce qui est génial, c'est qu'il travaille avec les autres. Pour ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus parce qu'il n'est pas capable de travailler tout seul. Il va constamment avoir besoin, avoir la sensation qu'il doit demander l'avis aux autres pour choisir un matériau, pour faire un design, pour tout en fait. Et il aura souvent la sensation que si ce n'est pas validé par les autres, ce n'est pas accompli à 100%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui manque. Et c'est la plupart du temps un artiste qui va être toujours dans la plainte. Il prend très peu de décisions parce qu'il ne se sent pas capable de les prendre et de les assumer. Et quand il travaille avec d'autres personnes, ce qui est le cas la plupart du temps, ça peut être très handicapant pour les autres parce qu'ils ont constamment presque la sensation de se trimballer un boulet avec eux. Parce que cet artiste-là va toujours avoir besoin de demander l'avis aux autres, il va un peu prendre toute la place sans le vouloir. Très souvent, il va considérer que ses œuvres ne sont pas terminées et il va rarement les terminer. Là encore une fois, parce qu'il ne se sent pas capable de les terminer et parce que pour lui, ce n'est jamais assez. Alors, on va passer à la blessure de trahison maintenant. Un artiste qui aurait seulement la blessure de trahison, c'est un artiste qui fait tout, absolument tout par lui-même. Il a besoin d'avoir le contrôle absolument sur tout. Donc c'est lui qui va gérer son site, c'est lui qui va gérer la paperasse administrative, qui va gérer la com, tout. Il va absolument tout gérer. Alors là, niveau autonomie, on est au max. Hein. Son adage, c'est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Le seul problème, c'est qu'à vouloir tout contrôler, il a tendance à en porter un peu trop sur ses épaules. Et il prend parfois pour lui la gestion de tâches pour lesquelles il n'est pas professionnel ou il n'est pas compétent. Et ça peut être problématique. Parce qu'il ne va jamais chercher à contacter des professionnels qui peuvent être meilleurs que lui dans certaines compétences. Bah oui, on n'est pas forcément bon partout. Et le souci, c'est que ce besoin absolu de contrôle peut se percevoir aussi dans sa créativité et dans ses œuvres. Souvent, c'est quelqu'un qui peut être attiré par l'abstrait quelquefois, mais qui va absolument être dans le contrôle sur tout, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont voir son travail, il va se sentir obligé de dire ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait. Il laisse très peu de place, voire pas du tout de place à la magie, au mystère de la création quand les personnes regardent. Non, il va se sentir le besoin de justifier absolument tout. Et ça peut faire fuir le public en face. Et bien sûr, c'est très rarement quelqu'un de posé. En général, c'est quelqu'un qui peut s'énerver assez vite, qui peut perdre son sang-froid assez vite,
Et pour lui, la notion de responsabilité, c'est la notion qui est pour lui. Les autres, c'est pas touche, hein. La responsabilité, il n'y a que lui qui a droit. Parce que si ce n'est pas lui qui prend les responsabilités de ce qu'il fait, il se sent mal. On va passer à la blessure de rejet maintenant. J'ai vraiment dit la blessure de rejet. Non, la blessure de rejet. On va y arriver. Rejet. Alors, un artiste qui n'aurait que la blessure de rejet, c'est dans la plupart des cas un artiste qui n'est pas déclaré et qui ne montre quasiment pas son travail. Bien souvent, ça va être le peintre du dimanche qui, c'est un peu le peintre amateur, mais pas amateur dans le sens où il maîtrise pas ce qu'il fait, mais dans le sens où il ne veut pas déclarer son travail, il ne veut pas en faire son activité, juridiquement parlant. Et la vraie raison pour ça, c'est pas une question de légitimité, c'est pas une question d'ancienneté ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait qu'il a la sensation que ce qu'il fait, c'est toujours moche. Il a l'impression que ce qu'il fait, c'est tellement nul que même pas il faut qu'il le montre aux autres parce que non, de toute manière, il serait jugé, donc ça sert à rien. Et j'ai remarqué aussi que la plupart du temps, ce sont des personnes qui dessinent ou peignent principalement en noir et blanc. Ils mettent très très peu de couleurs dans ce qu'ils font. Pourquoi ? Tout simplement parce que la couleur... Il y a un côté très émotionnel, les émotions transpirent à travers la couleur. Et ça, c'est absolument pas ce que la blessure de rejet, ce que l'artiste avec la blessure de rejet va chercher. Souvent, il peut y avoir un côté très flou, très effacé dans ce qu'il fait. Souvent, ce sont des personnes qui sont attirées par l'impressionnisme. Il peut y avoir de la couleur, mais souvent, ça va être des couleurs des couleurs pastel, des couleurs assez ternes. Et ce ne sont pas, ou alors très rarement, des artistes qui peignent ou qui créent sur du grand format. Souvent, elles se contraignent à rester dans un petit format. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas le besoin, ni même l'envie, d'aller sur quelque chose de grand. Non pas qu'il y ait besoin de se libérer, de libérer un geste ou quoi que ce soit, c'est juste que, elles se sentent même pas à l'étroit dans un petit format, tellement elles se sentent petites. Donc souvent, ça tient dans un petit format, ou en tout cas un format assez conventionnel, et pour elles, ça leur va bien comme ça, et tant mieux. Ensuite, passons à la blessure d'injustice. Alors là, faut être vraiment carré, hein. Quasiment aucune place, ou en tout cas très peu, est laissée à l'émotion dans ce qu'elles font. Souvent, ça reste assez conventionnel, hein, comme pour la blessure de rejet, mais cette fois, c'est pas forcément le noir ou blanc qui prédomine, ou alors le côté un peu flou. Là, ça va être le côté, au contraire, très figuratif et très carré, finalement. Souvent, ce sont des personnes qui aiment encadrer ce qu'elles font. Et ça a une vraie connotation pour la blessure d'injustice parce que la blessure d'injustice, l'artiste avec la blessure d'injustice ne se laisse pas le droit de sortir du cadre, dans tous les sens du terme. Souvent, ce qu'elles font, ça va rester, ce que les artistes avec la blessure d'injustice font, ça va rester très conventionnel, même en termes d'exposition, etc. Ça reste très conventionnel, souvent ce sont des personnes qui se tiennent très droites, les proportions du corps de ce type d'artiste restent très harmonieuses, souvent c'est des personnes très minces, et ça se ressent aussi dans ce qu'elles font. Il y a vraiment une finesse, parfois une espèce de légèreté dans ce qu'elles font qui se ressent, mais il y a vraiment un côté, c'est toujours parfait, quoi. Il n'y a pas un trait tiré qui n'irait pas, tout est vraiment parfait. Et parfois, c'est presque trop parfait. Tellement parfait que presque quelquefois, on ne ressent pas d'âme dans ce qu'elles font. Non pas que ça ait l'air mort, mais c'est l'idée. Et enfin, l'artiste avec la blessure d'humiliation, à quoi ressemble-t-il ? Lui, à l'inverse de l'artiste avec la blessure d'injustice, c'est l'artiste qui déborde. Ça sort du format, ça sort du cadre, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il utilise des grands formats, parce que justement, il y en a trop, ça déborde, il y en a partout. C'est souvent pétillant de couleurs, presque pétillant de joie, mais c'est assez rarement de la joie, parce que c'est quelqu'un qui aime les couleurs, qui aime partager, qui aime montrer ce qu'il fait, franchement, il adore ça, mais il a honte. En fait, très souvent, il a tendance à se sentir inférieur par rapport aux autres, et il a la sensation de ne pas se sentir digne d'exposer, de montrer son travail ou de vendre son travail. Et comme il a cette tendance-là à ne pas se sentir digne de montrer son travail ou de créer finalement, il va s'auto-flageller, et parfois devant un large public. Il va assez souvent se donner des petites piques d'autodérision comme ça, qui peuvent paraître anodines, mais ça n'a rien d'anodin, et souvent, c'est pas de l'autodérision, c'est vraiment de l'autodestruction. Et il s'en donne tellement que ça peut lui être fatal. Pas fatal dans le sens où il va en mourir, mais fatal dans le sens où il n'arrivera pas à vivre de son art,
puisque de toute manière il s'autocritique, donc pourquoi est-ce que les gens iraient vers lui et le valoriseraient puisque lui-même ne se valorise pas? Donc finalement ça peut être assez contradictoire pour la personne, parce qu'à la fois c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, déborde de joie, déborde en termes de format, qui déborde sur beaucoup de choses, et en même temps c'est quelqu'un qui qui culpabilise pour ça. Avant de faire l'outro de cette vidéo, je tiens quand même à préciser que ce ne sont que des exemples types, c'est vraiment des archétypes de blessures émotionnelles, et ce ne sont pas forcément de vraies personnes. Encore une fois, nous ne sommes pas des blessures émotionnelles, nous en avons, mais ce n'est pas pour cette raison que nous n'avons qu'une, et qu'il faut être vraiment focalisé sur celle-ci. Non, on a un peu des petites bribes de plein de types de caractères, et ça fait de nous des personnes uniques, des êtres humains uniques, et c'est très bien comme ça. Si le concept de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu dans l'une ou dans plusieurs de ces types de blessures émotionnelles, si tu es artiste, ou même si tu ne l'es pas d'ailleurs, pourquoi pas. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Je rappelle aussi que mon site web est actuellement en ligne, donc tu peux aller checker, c'est juste ici et c'est aussi en barre d'infos. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.